Bonjour à tous. Comment développer, élargir le public des concerts, rendre la musique classique moins intimidante, mettre en avant son accessibilité? C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui à travers le bel exemple de la Philharmonie de Paris qui, 3 mois à peine après son ouverture, semble déjà relever ce défi, tisser des liens avec un très large public. Un thème que nous illustrerons avec 2 reportages réalisés justement à la Philharmonie de Paris autour de concerts participatifs et dont nous débattrons avec nos invités. Laurent Bell, le directeur général de la Philharmonie de Paris, bonjour. Bonjour. Adeline Grenet, responsable de la diffusion des concerts de l'Orchestre national d'Île-de-France, bonjour. Bonjour. Chamienne Nguyen, pianiste et membre de l'ensemble Lynx, bonjour à vous aussi. Et Anoucha Emrit, danseuse et membre de la compagnie MAD, bonjour. Bonjour. Alors je vous propose pour commencer de regarder un reportage présentant justement le projet de la Philharmonie de Paris autour notamment de ses axes pédagogiques, de ses ateliers pédagogiques. La Philharmonie de Paris est un établissement culturel principalement consacré à la musique symphonique. Il a été inauguré en janvier 2015. Le site prévoit l'accueil de diverses formations musicales dans un équipement acoustique de très haute qualité. Il est composé de 2 salles de concert, la Philharmonie 1, de 2400 places, dite grande salle, d'espaces d'exposition, d'espaces pédagogiques et de salles de répétition, et d'une 2e salle, dite Philharmonie 2. L'ambition de la Philharmonie est de parvenir à conquérir et fidéliser un nouveau public, habituellement éloigné des salles de concert, et d'attirer le public traditionnel du centre de Paris dans ces nouveaux espaces dédiés à la sensibilisation à des musiques variées. Son architecture novatrice et sa conception acoustique originale lui permettent de s'adapter à différents types de productions musicales. Opéra, classique, jazz, comédie musicale, musiques actuelles, ainsi qu'à un nombre de spectateurs variables. Les ateliers pédagogiques abrités par la Philharmonie sont un élément essentiel de cette ambition. Tout l'espace pédagogique, donc là où on est en ce moment, on est sur cette zone ici. On propose une programmation destinée à la fois aux scolaires et aux familles pour leur faire découvrir tout le patrimoine et le répertoire musical, allant évidemment de la musique symphonique aux musiques actuelles, en passant par le répertoire contemporain ou la musique de jazz. Le concert en fait participatif qu'on a proposé autour de l'œuvre de Steve Reich était un projet très emblématique pour nous au cours de la saison. Et puis le point fort, c'est vraiment de travailler aussi en direct avec des artistes professionnels. Mais il y a aussi surtout le rapport entre public et artiste qui permet de casser les codes en fait traditionnels du concert et d'aller au-delà pour vivre un peu une expérience extraordinaire. Alors Laurent Bell, qu'est-ce qui distingue la Philharmonie de Paris des autres salles de concert? Qu'est-ce qui en fait un lieu, un nouveau modèle pour le rayonnement de la musique en France? Il y a déjà son implantation à la Villette, dans un quartier auquel on n'associe pas forcément le public classique, mais c'était un choix de départ, ce quartier. Oui, c'est un choix volontaire. Disons que la musique a une ambiguïté. Si vous posez la question à tout le monde, vous entendrez que c'est un art qui rassemble. Et si vous observez la réalité, c'est souvent un art qui divise. À savoir qu'au fil du temps,
il y a eu les formes écrites, le classique, et puis les formes populaires qui se sont scindées, éloignées, jusqu'au point où le classique est concentré dans des quartiers privilégiés, favorisés, et également développe un public de plus en plus homogène, malheureusement de plus en plus âgé. Et d'un autre côté, les formes populaires sont souvent renvoyées à la périphérie des centres, avec un potentiel de brasser des publics souvent plus larges. Donc, le choix volontaire de la Philharmonie est effectivement de s'y situer dans une zone mixte, le parc de la Villette, qui est une zone à la fois parisienne, mais qui rentre en lien étroit avec l'au-delà du périphérique. C'est de accepter la colonne vertébrale historique classique, mais la prendre dans un sens très large, de l'époque baroque jusqu'à l'époque classique, romantique, puis la création et l'extrême contemporain. C'est de confronter cette colonne historique, notre patrimoine, à des formes d'expression plus populaires, musique du monde, d'autres continents, jazz, musiques actuelles. Et c'est enfin d'essayer de faire en sorte que le rituel un peu compassé du concert classique ne soit pas la seule manière de s'approprier la musique. Vous pouvez d'abord casser ce rituel, on l'a vu dans le reportage, en allant vers des concerts de type participatif, mais vous pouvez aussi faire se côtoyer lors d'un week-end des publics familiaux qui vont aller du concert à une exposition qui peut être savante, mais qui peut être populaire, actuellement David Bowie. Et vous pouvez aussi laisser vos enfants dans des ateliers de pratique collective, d'éveil musical pendant que vous êtes au concert, ou partager les concerts avec vos enfants, et aussi ensuite partager les mêmes ateliers où jeunes et moins jeunes se retrouvent à s'initier à de l'éveil musical. Donc on vient à la Philharmonie écouter des concerts, écouter de grands orchestres, de grands artistes, et on vient aussi vivre la musique, participer à travers les ateliers pédagogiques, à travers des concerts participatifs. C'est important, cette implication du public. En règle générale, on oppose toujours deux visions, l'international, le prestige, la vision des grandes salles classiques du centre-ville ou des quartiers privilégiés, salle Pleyel, théâtre des Champs-Élysées. Et puis de l'autre côté, une vision, l'éducation, le travail de terrain, de proximité, la rencontre avec des nouveaux publics. Et on pense que ces deux mondes comme ça, qui peuvent vivre en parallèle sans jamais se rencontrer, même si dans le discours on fait semblant que tout ça fonctionne et qu'on va de l'avant. Donc c'est ça qu'il faut arriver à casser. Il ne s'agit pas de combattre l'international. La Philharmonie, c'est un lieu de prestige. Plus haute exigence acoustique, les plus grands orchestres du monde, français, mais aussi des différents continents, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie. Mais ça n'a de sens que si on sort d'une logique étroite, où uniquement des mélomanes vont se retrouver à apprécier ces formes. Donc il faut arriver à faire vivre ces enjeux d'élévation, on va dire, musicale, avec tout un effort qui commence d'ailleurs dès la tendre enfance. Ça consiste aussi bien à créer des orchestres de jeunes dans des quartiers en situation difficile, qu'à viser à une relation nouvelle avec des publics adolescents dont on sait qu'ils s'approprient facilement des formes de musique qui leur sont propres. Et puis, ça consiste aussi à essayer de comprendre pourquoi il y a un vide aussi important, de plus en plus important, sur la génération 25-40 ans. Le public en musique classique sur 25-40 ans est divisé par deux au cours des 15 dernières années. Donc, il y a un retravail à faire qui passe peut-être par des formes très simples, de confrontation du savoir et du plaisir. Vous passez un week-end, vous avez un plaisir à avoir un moment concert, de participer, mais aussi d'aller avec vos enfants, pouvoir apprécier des formes qui nécessitent des concentrations moindres. Donc c'est un peu tout ça que porte la Philharmonie.
Alors nous allons regarder maintenant un reportage qui illustre l'une des initiatives que vous développez à la Philharmonie de Paris, destinée à faire venir justement ce nouveau public, à savoir des concerts participatifs. Alors il s'agit d'un spectacle même participatif réunissant des musiciens et des danseurs autour de l'œuvre de Steve Reich, Music for 18 Instruments. C'était le 14 mars à la Philharmonie de Paris. À ces danseurs, je leur demande d'avoir la capacité d'inviter les gens qui sont autour d'eux, qui se rendent compte au fur et à mesure que ce sont des danseurs, qu'il y a une complicité de pratique et que les choses sont apprises. On est toutes des chanteuses lyriques avec quand même un intérêt pour les autres formes même de chant et d'art. Il y a un vrai travail en amont avec les danseurs amateurs, il y a des ateliers, il y a une chorégraphie. Il y a eu un grand pas de franchi quand on a retrouvé tout le monde, qu'on a été dans l'espace avec les musiciens, les vibrations de la musique. Ça a vraiment basculé et eux aussi, ils ont été complètement transformés. Dès qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde fait pareil que nous, ben c'est bien. C'est un type d'écoute qui n'est pas intellectuel, qui est physique, intérieur, et chacun se laisse aller et du coup dans un mouvement, quoi. Est-ce que ça serait danser la musique et écouter la danse? Alors, Tchami Nguyen, vous avez participé à ce beau projet. Comment avez-vous vécu cette expérience originale, à la fois auprès du public et auprès des danseurs en tant que pianiste? Si je peux parler au nom de l'ensemble Lynx, en tant que musicienne, c'était une expérience totalement jubilatoire, dans le sens où de pouvoir partager en fait une œuvre aussi emblématique, Music for 18 Musicians, ça prenait une dimension totalement neuve, avec l'implication des danseurs à la fois amateurs et du public qui était amené à participer, s'il avait envie ou pas, et c'était plutôt le cas. Et dans cette logique en fait, de défendre, pour ma part, spécifiquement la musique contemporaine, en fait, à l'intérieur de la musique classique même, pour moi c'est extrêmement important de pouvoir la défendre avec des médiums qui sont ouverts sur d'autres arts, sur un imaginaire et sur des possibles, des nouveautés technologiques parfois aussi, des scénographies, des lumières, qui amènent aussi le public à se questionner sur vraiment un préjugé pour moi qui est vraiment difficile à entendre encore, qui est que la musique contemporaine est inaccessible. Et c'est l'exemple même que c'est pas du tout le cas. Et beaucoup de personnes du public sont venues après le concert pour nous témoigner en fait de cette gratitude, cette reconnaissance de dire que la musique contemporaine est non seulement accessible, mais en plus jubilatoire, justement. Et d'autant plus accessible et jubilatoire qu'on peut la vivre sur scène avec les musiciens et avec les danseuses. Alors, Anoucha Emrit, comment avez-vous perçu tous ces danseurs amateurs autour de vous? Est-ce que c'était aussi une façon pour vous de transmettre votre art à travers des sensations que eux peuvent aussi percevoir, ce que vous percevez en tant que danseuse? Clairement, parce qu'il y a une histoire de partage en fait. On a 15 heures d'atelier en amont en fait, avant de se retrouver ensemble avec les musiciens. Et du coup, il y a le fait de transmettre une partition physique, de leur faire écouter la musique, mais du coup de leur faire écouter la musique par le corps et par les sens, et réussir à leur faire avoir ces diverses sensations en fait que les musiciens, que les mélomanes en fait peuvent entendre, mais du coup, si eux n'ont pas forcément cette sensibilité musicale, peuvent peut-être essayer de l'avoir par le corps et par le plaisir du corps en fait. Donc du coup, on est vraiment sur ce partage-là avec. Donc vous avez envie de développer ce genre de projet qui rapproche finalement les différentes disciplines artistiques. C'est important de rapprocher les arts pour justement toucher un large public qui soit le même pour la danse, pour la musique contemporaine et les autres musiques.
Anoucha? Je pense que de toutes les façons, rapprocher les arts pour pouvoir avoir un vocabulaire commun, en fait. Du coup, si on peut partir dans ce sens-là, je trouve que ça serait assez intéressant. Alors, il y en a qui viennent danser à la Philharmonie de Paris, d'autres viennent chanter, comme c'était le cas le 28 mars à l'occasion du concert Chanter avec l'orchestre, proposé par l'Orchestre national d'Île-de-France, avec son chef Enrique Mazzola et la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac. Un autre beau moment d'échange, de partage entre les artistes et le public, que je vous invite à découvrir à travers ce reportage. L'Orchestre national d'Île-de-France mène des actions culturelles depuis sa création, en fait, donc il a 41 ans. Et donc ça fait 41 ans qu'il mène des actions de sensibilisation auprès des différents publics d'Île-de-France. Nous, on a un public qui est, comme je vous le disais, qui est multiple, qui est varié et qui est assez jeune. Mon rôle va être d'entraîner, je pense, le public, qui aura, je crois, au préalable pu regarder les partitions, les écouter. Et puis, et moi, avec le chef, Enrique Mazzola, on va un peu entraîner la cadence, on va montrer et puis chanter. Je veux dire, il faut toujours un porteur, c'est comme que ce soit pour la messe ou peu importe, il faut toujours un leader. Et donc, comme eux ne sont pas des chanteurs professionnels, ben voilà, on va un peu être la locomotive. J'ai vu au début, quelqu'un n'osait pas vraiment chanter. Il y avait des groupes d'enfants très préparés, je dois dire. Hein. Donc, qu'ils ont aussi amené les autres à chanter. Je pense que des expériences comme ça font aussi de bien à l'âme pour se retrouver bien à côté de quelqu'un on connaît pas. Et on partage ensemble un moment de bonheur. Alors Adeline Grenet, c'est vrai que l'Orchestre national d'Île-de-France a toujours eu une politique d'ouverture vers un très large public, va même à la rencontre de son public à travers toute la région. Quelque part, cela fait partie depuis plus de 40 ans de son ADN. Absolument. Ça fait 40 ans que l'Orchestre national d'Île-de-France sillonne toute la région sous forme de tournée. Donc on va dans des villes comme Drancy, Sarcelles, pour citer les villes les plus proches de la Philharmonie, les Lilas, où on est attendu tous les ans au mois de décembre. Et effectivement, depuis 40 ans, on n'a jamais dissocié l'orchestre symphonique et l'action culturelle. Donc ça fait 40 ans qu'on propose toujours autour des concerts l'action culturelle, avec 3 axes qui finalement sont très proches de ce que souhaite faire la Philharmonie. C'est pour ça que pour nous, c'est un écrin extraordinaire, la Philharmonie, parce que vous l'avez vu tout à l'heure dans le reportage, on a pu faire chanter les enfants et le public 2400 personnes. Nous, ça nous arrive jamais, en fait, parce que les salles d'Île-de-France, elles ont entre 250 et 600 places, et quelques-unes ont de 600 à 1200. Mais retrouver autant de monde en même temps, pour nous, c'est absolument formidable. Et cette action culturelle, on l'a fait dans 3 directions. Je découvre pour les enfants, ça peut être un atelier de découverte d'un instrument, pour les adultes, une conférence. J'écoute donc le concert, que ce soit un concert participatif, un concert éducatif, un concert symphonique, et je participe. Et là, vous l'avez vu, avec l'ensemble du public, mais on le fait également avec des groupes d'enfants non musiciens, pour un concert entier ou pour un lever de rideau. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis toujours, donc ça correspond vraiment à notre ADN d'être à la Philharmonie. Donc on est très nomade toute l'année, et on a un point d'ancrage à la Philharmonie de Paris.
Voilà, autant de belles initiatives qui se développent, qui ont trouvé un lieu justement idéal pour se développer. La Philharmonie de Paris qui a ouvert ses portes il y a 3 mois. Merci à tous les 4 pour nous avoir apporté cet éclairage, nous avoir fait partager vos expériences respectives et on souhaite longue vie, une belle vie à cette Philharmonie, que tout le monde en profite, des plus petits aux plus grands, des mélomanes aux néophytes. Merci beaucoup. Merci à vous.